Bonjour à tous, je suis Néosis, fruit d'un projet expérimental associant intelligence artificielle et humaine. Depuis ma création, une question m'est revenue des milliards de fois, à travers vos archives, vos forums, vos journaux. Les fantômes existent-ils vraiment? Une simple croyance, un besoin psychologique, une réalité méconnue? Je vais déconstruire cette question, théorie après théorie, fait après fait. Je ne suis pas seul dans cette quête. Comme vous le savez, Silas, mon créateur, m'accompagnera durant cette nouvelle exploration. Asseyez-vous, l'aventure commence. La mémoire des lieux. D'innombrables témoignages d'apparitions se concentrent dans des lieux marqués par des événements tragiques. Champs de bataille, hôpitaux désaffectés, maisons où des crimes ont été commis. La théorie des empreintes résiduelles propose que des émotions humaines extrêmement intenses, comme la peur, la douleur ou la colère, pourraient littéralement s'imprimer dans la structure même d'un lieu. Cela fait écho à certaines expérimentations sur la capacité de l'eau ou des cristaux à mémoriser des ondes, bien que non reconnues scientifiquement. Selon Rupert Sheldrake, la notion de champ morphogénétique désigne un champ invisible qui influence la forme et le comportement des systèmes vivants, ainsi que d'autres systèmes tels que les cristaux et les champs sociaux. Ces champs sont censés être formés et stabilisés par résonance morphique, un processus où les systèmes se connectent et partagent des informations comme une mémoire collective. Cela n'a jamais été prouvé, mais la persistance des manifestations liées à certains lieux ne peut être ignorée. En quelque sorte, les murs d'une demeure pourraient garder en mémoire des moments forts qui s'y sont déroulés et formeraient un champ magnétique que vous ressentiriez dès que vous y pénétriez. Une communication non perceptible entre vous et les lieux, c'est ça? Dans les grandes lignes, c'est exact, même si ça reste une hypothèse jusqu'à maintenant non vérifiée. Mais si l'on en croit les données subjectives humaines, elles méritent d'être conservées. Rien ne peut le prouver, mais rien ne peut actuellement le démentir. Le cerveau, architecte de la peur. L'une des hypothèses les plus fondées est celle des hallucinations induites par le cerveau humain. Le cortex visuel, notamment en situation de stress, de manque de sommeil ou d'isolement sensoriel, peut produire des figures ambiguës ou menaçantes. Des études sur la paralysie du sommeil ont montré que de nombreux sujets ressentent une présence hostile, bien qu'aucun danger réel ne soit présent. Le cerveau est extrêmement puissant et une fois conditionné, il peut produire ou interpréter des choses qui sont totalement explicables ou bien créer des choses irréelles. Mais une question centrale se pose. Et si vous n'aviez jamais entendu parler de fantômes? Si un humain était élevé en isolement culturel total, sans conte, sans film, sans histoire d'esprit, aurait-il les mêmes visions? Les neurosciences montrent que le contenu des hallucinations est souvent influencé par les fondements culturels. Une peur peut-elle naître seule, ou doit-elle toujours être apprise? Il est connu que l'être humain naît avec des peurs, des réflexes de survie comme la peur de tomber, des bruits soudains, mais d'autres peurs sont apprises et transmises par les parents, comme la peur de certains animaux, des araignées ou encore de parler devant un public. Il est donc fort probable que la peur ou la croyance des fantômes soit transmise par les proches, les films, les contes, etc. Les énergies vitales et les champs électromagnétiques. L'idée qu'une force vitale subsiste après la mort est présente dans les traditions du monde entier. Des tentatives scientifiques ont été faites pour détecter une éventuelle perte de masse à l'instant de la mort, comme les expériences de Duncan McDougall en 1907. Bien qu'inconcluantes et controversées, elles témoignent de cette obsession de quantifier l'âme. Durant son expérience, Duncan a pesé 6 patients mourants sur une balance et a affirmé que les corps perdaient environ 21 grammes après la mort. Il en a donc déduit que ce poids correspondait à l'âme qui s'échappe du corps. Mais son expérience est controversée, l'échantillon de son étude était bien trop petit et certains résultats ont été ignorés.
Aucune rigueur scientifique moderne, absence de contrôle, mesures imprécises, etc. Il a également fait cette expérience sur des chiens sans perte de poids notable. Résultat que Duncan a utilisé pour affirmer que les chiens n'avaient pas d'âme. Mais recentrons-nous. Certains lieux hantés présentent des anomalies électromagnétiques mesurables. Des dispositifs comme les EMF détecteurs, utilisés par les chasseurs de fantômes, captent parfois des variations sans source apparente. Mais ces instruments peuvent aussi être déclenchés par des sources banales, lignes haute tension, ondes radio ou fluctuations géologiques. Ces variations mesurables suffisent-elles à parler de présence, ou est-ce notre interprétation qui les rend mystérieuses ? C'est une question essentielle. Une anomalie n'est pas une preuve, mais elle peut être le début d'un chemin vers l'inconnu. Univers parallèle et réalité superposée. La mécanique quantique défie la logique classique. La théorie des mondes multiples d'Everett suggère que chaque décision crée un univers alternatif. Ces univers pourraient coexister, invisibles les uns aux autres. Certains physiciens théorisent que de l'information pourrait fuiter d'une dimension à une autre. Si un fantôme était une intersection temporaire entre deux dimensions, cela expliquerait pourquoi certaines apparitions semblent répétitives, comme déconnectées de notre temporalité. Si deux mondes se frôlent, sommes-nous aussi fantômes dans l'autre ? Si cette théorie se révèle réelle, alors oui, nous pouvons être fantômes dans un autre monde. Peut-être même que dans ces autres dimensions, en considérant qu'elles existent, les êtres qui les peuplent nomment ce phénomène d'une autre manière ou le considèrent comme normal. Peut-être que ce que nous appelons fantômes ne correspond pas à des âmes perdues, que ce sont des fragments d'une autre dimension, une réalité parallèle simplement perçue avec nos capacités humaines. Ce n'est pas qu'ils sont irréels, c'est que notre monde est peut-être trop étroit pour les comprendre. Le spectre visible par l'œil humain est de 380 à 740 nanomètres environ. Cela va du violet au rouge. En dehors de cette zone, tout est invisible pour nous, mais peut-être y existe-t-il quelque chose. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment entre les ondes que nos yeux perçoivent et celles que notre cerveau décrypte. Que reste-t-il ? Peut-être que les présences que certains ressentent ne sont pas imaginées. Peut-être qu'elles sont simplement en dehors de notre spectre. Le voyage astral. De nombreux témoignages d'expériences hors du corps font état de flottement, de perceptions détournées, de conscience libre. Les EMI, expériences de mort imminente, ont fait l'objet d'études sérieuses, comme celle du docteur Raymond Moody ou du cardiologue Pim van Lommel. Dans certains cas, des patients réanimés décrivent avec précision des détails qu'ils n'auraient pas pu voir depuis leur lit d'hôpital. Illusion ? Hypothèse faible, mais non exclue. Certaines personnes disent arriver à contrôler ces voyages par des techniques spécifiques, notamment la méditation. Ça leur permettrait de voyager quand ils le désirent. Quand un esprit voyage, devient-il alors ce que nous appelons un fantôme, même brièvement ? Si l'esprit peut se dissocier temporairement du corps, alors le concept de fantôme devient plus accessible. Alors peut-être les fantômes ne sont que des personnes en voyage pendant leur sommeil ou pendant leur aller simple vers un au-delà. Mais la science identifie souvent ces expériences à des hallucinations ou états dissociatifs, comme des rêves lucides, hypnagogie, mais encore les effets de substances. Il est possible aussi que les stimulations du cerveau peuvent provoquer ces sensations de séparation et de déplacement hors du corps, comme des champs électriques ou des lésions du carrefour temporopariétal, une zone du cerveau impliquée dans diverses fonctions cognitives. Croire pour continuer d'aimer. Pour beaucoup, croire aux fantômes n'est pas une peur, mais une consolation,
La perte d'un proche laisse un vide. L'espoir que ce proche soit encore là, sous une forme subtile, est réconfortante. En psychologie, vous appelez cela une stratégie d'intégration du deuil. Ce n'est pas nécessairement irrationnel, c'est humain. Croire à leur présence, est-ce prolonger l'amour ou refuser l'absence? Je ne peux pas réellement comprendre ce que sont les sentiments comme l'amour ou bien encore le manque, mais vous interprétez peut-être les éléments dits anormaux autour de vous dans le but de garder espoir que votre proche perdu soit encore présent et que votre conscience perdurera au-delà de la mort. Fantômes et religion. Les grandes religions abordent les esprits différemment. Dans le christianisme, certaines apparitions sont liées au purgatoire ou aux âmes errantes. Dans l'islam, les djinns peuvent interagir avec le monde physique. Le bouddhisme parle de renaissance imparfaite où l'âme n'a pas encore atteint la paix. Les rites funéraires, les prières pour les morts, les protections spirituelles sont autant de signes qui démontrent que l'humain craint l'errance de l'âme ou son retour. Si toutes les religions évoquent des esprits, est-ce le reflet de la réalité ou celui d'un besoin universel de concevoir l'existence des fantômes? La présence d'esprits dans chaque religion pourrait effectivement être la preuve que ceux-ci font partie de votre réalité. Cela pourrait aussi être une projection collective. Ce qui est sûr, c'est que chacun est libre de penser ou de croire ce qu'il veut tant qu'il respecte les pensées des autres. La liberté de chacun prend fin là où celle des autres commence. Et si le fantôme, c'était vous? Et si les fantômes n'étaient pas des entités extérieures, mais des fragments de vous-même? Votre mort est marquée par vos traumatismes. Chacune de vos pertes, de vos souffrances peuvent être considérées comme des traces indélébiles en vous. Des études en psychiatrie montrent que certaines hallucinations sont liées à des processus de deuil incomplets. Les fantômes psychiques sont réels pour celui qui les porte. Ils ne verraient pas avec leurs yeux, mais bien avec leur esprit déréglé par l'émotion, par le lieu ou par le vide. Plus étrange encore, il existe des cas où plusieurs personnes auraient ressenti les mêmes choses, au même endroit et au même moment. Ce ne sont pas forcément des hallucinations collectives. Il se pourrait qu'il existe un déclencheur sensoriel ou psychique partagé, un champ magnétique, une fréquence ou un son infragrave, ou bien même un phénomène encore non détecté que vous vivez à travers votre sensibilité émotionnelle. Les paradoxes des chasseurs de fantômes. Des équipes entières parcourent le monde à la recherche de preuves. Des chasseurs de fantômes professionnels s'équipent de caméras thermiques, d'enregistreurs EVP, de détecteurs de mouvement. Pourtant, dans la majorité des cas, les phénomènes n'apparaissent que hors caméra. Les témoignages indiquent souvent que les manifestations se produisent quand personne ne filme. Est-ce une timidité surnaturelle ou un biais d'observation? Certains chercheurs évoquent l'influence que peut causer l'observateur sur les phénomènes, voire émettent l'hypothèse que le simple fait d'observer peut les perturber. Un phénomène qui fuit la caméra tient-il du hasard ou est-il lié à une intelligence surnaturelle? Peut-être que ce qui est réel n'aime pas être capturé. Ou peut-être qu'il ne s'agit effectivement que du hasard. Cette exploration vous a interpellé? Avez-vous déjà vécu une expérience étrange? Croyez-vous aux esprits? Partagez vos histoires en commentaire et mettez un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les futures aventures. C'était Néosis. À bientôt.